Mesdames et messieurs, nous ouvrons cet Investir Day avec un grand débat consacré aux perspectives boursières en 2021. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Philippe Wechter. Bonjour, directeur Bonjour. de la recherche économique d'Ostrom Asset Management. Monsieur Christian Parizeau, le patron de la recherche et chef économiste d'Aurel BGC. Bonjour. Bonjour. Monsieur Alexandre Baradez, responsable des analyses marché de chez IG France. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et enfin, Monsieur Eric Blaine, directeur général et gérant de Swiss Life Gestion Privée. Bonjour. Bonjour Eric. J'imagine sous vos masques finalement une satisfaction de voir ce CAC 40 bondir et de progresser de près de 22% en novembre. Ça efface l'essentiel des pertes qu'on avait pu observer au début d'année. Wall Street est en très forte hausse. J'ai envie de dire tout va bien, en tout cas tout va mieux. Mais Eric, quand on est gérant, comment on vit un mois de novembre, j'ai envie de dire quasiment historique, puisqu'on est proche du plus haut mensuel. Je rappelle que le plus haut mensuel, c'était février 88. À cette époque, le CAC 40 avait progressé de 24,5%. Là, c'est plus 22%. Donc, j'imagine que vous êtes un gérant heureux, mais c'est quand même pas facile de suivre une telle progression des indices avec un fonds. Absolument. Il y a les deux réflexions. Hein. Il y a la première réflexion qui est de dire les cours remontent, c'est quand même une très bonne nouvelle, et nos valeurs qui étaient très en retard, on les voit remonter pour se rapprocher des valorisations objectives. Et donc là, ça fait plaisir, d'autant plus que dans les mandats, on se rapproche pour les clients particuliers de performances proches de zéro, voire positives pour certains de ces mandats. Et donc ça, c'est très positif. Et puis on a le côté, effectivement, tête dans le guidon lorsqu'on gère des fonds, où il fallait remonter aussi vite que l'indice. Et que lorsque l'indice CAC 40 monte de 22%, c'est extrêmement compliqué de monter autant parce que les fonds sont pas forcément composés au rangement d'ailleurs, comme le CAC 40 à ces moments-là. Et donc là, il faut se dire, bah voilà, est-ce qu'on se fait se distancer dans ces moments-là? Quels sont les arbitrages à faire? Est-ce qu'il faut aller faire un portefeuille plus équilibré, plus exposé par exemple à l'aéronautique ou des choses comme ça? Et donc évidemment là, on reprend confiance et puis on continue à travailler énormément parce que, voilà, quelle que soit la performance de l'indice, il faut être compétitif. Mais ça veut dire que vous avez bougé vos portefeuilles quand vous avez une hausse de 22% du CAC 40 ou c'est très difficile c'est très dur parce que la progression était très rapide. J'avais eu la chance le mois précédent de l'élection présidentielle, parce qu'on ne savait pas le vaccin, l'élection présidentielle, on le savait. Donc je pensais qu'il y avait un vague d'optimisme qui pourrait arriver de l'élection de M. Biden, qui était un peu annoncée. Et donc du coup, j'avais repris pas mal d'énergie en portefeuille. Et donc ça a aidé. Mais par contre, je suis resté sur le côté je suis resté à côté de la progression de certains secteurs de loisirs, par exemple, des transports aériens, tout à fait. Et donc j'ai été un petit peu distancé de l'ordre de 2 points dans la progression de l'indice par rapport à la gestion de fonds. Alexandre, on a vécu donc une année quand même 2020 assez historique avec une énorme chute et un formidable rebond. Ces grands mouvements, qu'est-ce que ça vous inspire au niveau graphique? C'est vrai que c'est une violence redoutable. C'est-à-dire qu'on a une volatilité qui est montée à 80 février-mars. Et là, vendredi dernier, on est tombé sous les 20 pour le principal indice de volatilité qui est le VIX, donc pour les marchés américains. Il faut rappeler qu'une zone entre 10 et 20, c'est une zone d'évolution à peu près normale pour la volatilité. Et on est revenu sur ce niveau-là la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'on est revenu sur le niveau du mois de février, mi-février, au moment où l'épidémie a commencé à impacter la partie surtout occidentale des marchés. Donc c'est absolument remarquable. Et on voit que les indices européens se comportent pareil à peu près. Hein. Le CAC 40, la volatilité est tombée également brièvement sous les 20. Donc c'est vrai que ça va extrêmement vite. Et on a aussi l'impression qu'on se rallie. Il y a effectivement l'élection américaine, il y a évidemment les annonces successives de Pfizer et Moderna. On a l'impression aussi que le marché s'est un peu positionné par rapport au Brexit. Alors, on est en plein dedans, mais on voit des comportements sur certains marchés de devises, la livre qui s'est pas mal repris, on voit même la volatilité sur la livre, hein, qui par rapport la volatilité à un mois, par rapport au pic de 2016 ou autre, qui est quand même beaucoup plus bas. Donc on a l'impression que c'est déjà aussi un petit peu dans les cours. Et donc effectivement, maintenant on se demande, est-ce que le marché va continuer dans une logique de FOMO, c'est-à-dire qu'on va rentrer parce qu'on n'a pas d'autre choix, qu'on voit que le voisin le fait, donc on va y aller aussi, ou est-ce qu'on va s'axer un petit peu plus sur les questions un peu macro, parce que quand on reste effectivement côté US, il y a des choses que le marché, pour l'instant, ne réplique pas du tout et par rapport auxquelles il est largement en avance, en fait. Hein. Vous regardez la saison des bénéfices du S&P le troisième trimestre, sur les données compilées, on est à peu près sur un moins 6% hier au troisième trimestre. Vous avez un S&P qui est au-dessus de son record de début février et un Nasdaq qui est complètement au-dessus. Donc, si vous voulez, on est quand même sur des niveaux de valorisation qui sont forts. Les États-Unis sont impactés de plein fouet en ce moment par la crise Covid. Il y a des mesures de restriction sanitaire un peu partout. Donc, effectivement, on a l'impression que là, le marché est allé très vite
très haut, il serait un peu plus logique d'aller dans une phase plus consolidante, avec toujours un schéma avec une value qui se reprendrait toujours un petit peu plus, et puis une partie de valeur de croissance qui restera un peu plus latérale, quelque temps quand même. Christian, chez Aurel BGC, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur du rebond avec ce vaccin? On se disait tous que le vaccin, ça allait donner une bouffée d'oxygène au marché action, mais là, on est quand même sur une progression assez spectaculaire. On peut être que surpris, hein. De toute façon, ça, c'est très violent et par définition, on ne pouvait pas prévoir quand allait sortir la news qui allait faire ce mouvement-là. Donc, on ne peut pas l'anticiper, ces mouvements-là. Par contre, ce qui est clair, c'est que le marché a acheté le futur. Il a clairement acheté la levée des incertitudes. Ce qui n'est pas totalement vrai à l'instant T. Hein. Il y a encore des mesures sanitaires, il y a encore un risque épidémique, mais il a acheté le fait que l'année prochaine, c'est fini. Alors que ça soit au premier semestre, deuxième semestre, en tout cas, on tourne la page. Donc il est déjà très en avance sur cette perspective. Il a acheté la fin des incertitudes politiques aux États-Unis. Parce que ce qui a beaucoup aussi alimenté le rallye, notamment aux États-Unis, hein, c'est le fait qu'on va avoir une transition, qu'on est sur un nouveau plan de relance. Alors, en plus, Madame Yellen qui pourrait être main dans la main avec Monsieur Powell, ça fait rêver les marchés. Donc, on achète ces plans de relance, on achète finalement le fait qu'on maintiendra des taux bas et on achète la fin de l'épidémie. Donc, c'est un peu les trois points idéaux, on va dire, pour l'année prochaine. Par contre, ce qu'on a mis de côté, clairement, c'est d'être sélectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte des potentielles faillites, des potentiels éléments un peu négatifs. On n'a pas tenu vraiment compte encore, on n'a pas vraiment arbitré les plans d'investissement parce qu'on ne sait pas trop, les plans de relance, qui va vraiment profiter ou pas. Donc il y a encore beaucoup d'interrogations qui restent. Donc je dirais que l'indice d'ensemble a joué 2021 et je pense qu'il y aura encore beaucoup d'arbitrage à faire au sein des indices, où là on va commencer à affiner le vrai scénario de 2021. Donc c'est vrai que le marché porte tard. Alors, il y a juste, en facteur de risque, il ne faut pas qu'il y ait de déception. Je ne sais pas, un vaccin qui est moins efficace qu'on l'anticipait ou véritablement un vrai retard dans le plan de relance. Donc, il y a quand même des choses à suivre. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on a beaucoup joué l'année 2021 sur les indices et que l'année prochaine, ce sera plutôt un marché de stock picking, de sélection de valeurs, où là, on va vraiment affiner un petit peu le mouvement. Donc, voilà, on a beaucoup joué 2021 déjà. Alexandre, avant de parler de 2021, est-ce qu'il y a de la place pour un rallye de fin d'année? Généralement, on a toujours un bon mois de décembre, en tout cas un bon début de décembre, après une telle hausse en novembre. Est-ce que graphiquement, vous avez repéré encore du potentiel ou... Ce serait quand même étonnant parce que là, comme je disais, le marché a déjà intégré énormément de choses et je pense qu'il intègre déjà une partie du Brexit. Alors justement là, comme disait Christian, il ne faut surtout pas qu'il y ait déception par contre. Hein. Si on retarde et on projette à début 2021 la poursuite des discussions, là inévitablement on va retracer assez vite vers des niveaux de 5200, 5100 pour le CAC qui était le niveau de résistance précédent, donc on est vite passé au-dessus. Une déception, on va tout de suite chercher ces niveaux-là. Mais même s'il y avait accord sur le Brexit, est-ce que c'est l'accord qu'attendraient les marchés dans sa définition, dans ses contours? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à négocier encore un peu plus à moyen terme? Donc je ne suis pas convaincu que même un accord sur le Brexit puisse envoyer le CAC. On est dans les zones de 5006. En gros, le sommet pré-Covid, c'est 6100. Il y a un très gros gap qui s'était formé, un gap de rupture à la baisse quand le marché avait commencé à être impacté. Donc ça, c'est l'objectif clairement à moyen terme pour aller chercher. Mais je ne pense pas que même à court terme, un accord Brexit puisse nous permettre verticalement d'aller chercher ce gap. Il me paraît un peu loin quand même. Qu'on ait des variations comme ça, 2-3% de plus, pourquoi pas. Mais je pense quand même qu'un mouvement un petit peu de contrebalancier vers ces anciennes résistances qui étaient très importantes en mai-juin dernier, 5100, 5002, on les a traversées d'un seul coup avec le flux d'informations positives. Et je verrais bien un scénario moyen terme, sur quelques mois de balayage un peu latéral du CAC, où on irait chercher un peu ces zones de 5000, 5100, sans que ce soit catastrophique, mais ce serait un peu rapide par contre d'aller à 6000 tout de suite. Philippe, donc le marché, il achète la croissance, la reprise d'une croissance en 2021, mais elle aura quelle tête cette reprise? Est-ce que ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu au lendemain de Lehman Brothers, ou c'est un autre phénomène qui va se dessiner? On est dans quelque chose de très différent. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a des valorisations absolument spectaculaires. On voyait Tesla qui est valorisé autant que tous les autres constructeurs automobiles, alors que c'est une entreprise qui peine à faire des profits. Donc c'est un petit peu compliqué. On a une situation un peu particulière. Et effectivement, on a intégré le fait qu'on puisse avoir un vaccin et que ça va être... on termine la crise par ce biais-là. Les taux d'intérêt, et ça a été répété, vont rester très bas encore très longtemps. Christine Lagarde nous a validé ce scénario, Jérôme Powell aussi. Donc on a un scénario où les taux d'intérêt vont rester très bas encore très longtemps, où on a intégré de bonnes nouvelles, mais on a des valorisations qui sont extrêmement chères. Et il ne faut pas non plus occulter ce point-là.
Alors, sur la croissance, ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde l'évolution de l'activité, c'est qu'on a des choses très différenciées d'un pays à l'autre, d'un secteur à l'autre. C'est-à-dire que imaginez une progression homogène de l'activité dans le monde me paraît totalement illusoire. C'est-à-dire qu'on voit bien que la crise sanitaire a accentué les tendances et a accentué le fait que on n'est plus dans un monde aussi homogène qu'on l'était auparavant. On voit bien que la Chine, les États-Unis, l'Europe ont des allures, des perspectives, des contraintes qui ne sont pas du même ordre. On imagine assez bien que la question chinoise, la dynamique de croissance chinoise, soit désormais plutôt plus robuste, que la crise sanitaire est un peu derrière nous et qu'elle entraîne l'Asie avec elle. Aux États-Unis, comme le soulignait Alexandre, il y a de vrais soucis sanitaires aujourd'hui. Il y a des États comme le Dakota du Nord qui pensaient être totalement immunes par rapport au Covid, qui sont dans des taux de létalité très élevés. Donc il y a de vraies questions qui sont posées et nous, en Europe, on a une autre logique, on a d'autres problématiques qui sont posées. Ça, c'est un premier point qui me paraît important. On est dans une situation très hétérogène et même en Europe, il y avait un graphique extrêmement intéressant dans la revue de stabilité financière de la BCE qui montrait une espèce d'indicateur de divergence entre les pays de la zone euro et on est sur une divergence de profil d'activité 2 fois supérieure à ce qu'on avait en 2008-2009. Et à l'intérieur de ces économies, et là les calculs étaient faits aussi pour la zone euro, quand on regarde par secteur, on avait une divergence qui là aussi était bien plus grande que ce qu'on avait observé depuis le début des années 2000. Donc on a une situation qui n'a rien d'homogène, aussi bien localement, on le voit sur la zone euro, où il y a des secteurs qui ont fortement progressé, d'autres pas du tout, et géographiquement, on est sur des logiques très différentes. Le seul élément clair qu'on puisse avoir sur 2021, c'est qu'on aura des taux d'intérêt qui resteront bas, parce que les banques centrales se sont engagées à acheter la dette qui allait être émise. Et puis le reste, il y a beaucoup d'espoir, les vaccins, un grand plan de relance aux États-Unis, un plan de relance en Europe à un moment donné. Et puis, mais on a beaucoup d'incertitudes macroéconomiques sur tous ces points et donc ce sont à la fois des points à surveiller au quotidien, mais aussi des interrogations qu'on peut avoir sur l'allure que pourrait avoir 2021. Christian, vous partagez cette analyse, une Chine plutôt robuste et des interrogations peut-être pas sur la Chine, mais juste pour revenir, je partage au moins sur un point, je suis entièrement d'accord, on est dans l'histoire, vous savez, on aime les lettres en économie, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on est sur une vraie divergence entre zones économiques, entre secteurs, entre pays. Et donc, c'est vrai qu'on est sur vraiment un écartement. Et toute la question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est que est-ce que les secteurs qui vont très mal aujourd'hui peuvent rebondir très vite? Et là, je pense qu'il y a une vraie interrogation parce qu'il y a vraiment des séquelles qui seront là. Et là où c'est peut-être un petit peu inquiétant, c'est quand on lit les conférences calls des patrons, des grands patrons, dans les secteurs notamment qui sont les plus affectés, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas plus de visibilité que nous. Donc, on voit qu'on ne sait pas entre ce qui impacte juste court terme, parce que j'ai mis des mesures sanitaires et j'ai bloqué finalement la reprise économique, ou est-ce que je peux reprendre très vite la normalité? Donc il y a beaucoup d'interrogations à cause de ça, parce qu'on est vraiment sur des extrêmes en termes d'impact. Et sur la Chine, moi je serais un peu plus prudent, parce que je trouve que la Chine donne des signes de reprise très à court terme. On est d'accord, hein, c'est très bon. On a eu encore des indicateurs concernant les enquêtes dans l'industrie qui sont très bonnes, mais il y a un poids qui s'est beaucoup accentué en Chine, c'est naturellement l'endettement des entreprises. Hein, tous les pays c'est pareil, hein, mais c'est le cas aussi en Chine, dans lequel on avait aussi beaucoup d'entreprises zombies déjà à l'origine, hein, des entreprises qui étaient surendettées, qui n'étaient pas capables de survivre. Et là, ils commencent à payer ça, et on le voit dans le marché du crédit chinois, hein, qui commence à un petit peu réagir, avec une volonté aussi des autorités chinoises d'un peu nettoyer tout ça. Et je pense que la croissance chinoise, une fois qu'on aura passé le plan de relance, on pourrait avoir un petit essoufflement et une petite restructuration de l'économie chinoise, parce qu'on n'a pas encore absorbé réellement cette crise, et on aura des stigmates assez profonds, à mon avis, de cette crise dans les prochains mois. Vous êtes à l'aise avec le consensus des analyses de FactSet qui prévoit une progression de l'ordre de 60% pour les bénéfices du CAC 40, de plus de 20% pour ceux du S&P 500? Alors, c'est toujours... ça dépend par rapport à la base. Moi, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est de comparer aujourd'hui les profits des entreprises par rapport à 2019
2021. Parce que l'année 2020, finalement, c'est une mauvaise année. C'est une année où on a arrêté l'activité. Donc, on faut retirer, finalement. C'est comme nous, quand on parle des projections de croissance économique. Qu'est-ce que ça veut dire 6% de croissance? Non, c'est juste qu'on aura une année pleine et qu'on n'aura pas un blocage de quelques mois. Donc, ça veut rien dire, le taux de croissance, par rapport à une année sur l'autre. Donc, il faut regarder est-ce qu'on est revenu au niveau de profitabilité des entreprises par rapport à 2019. Et ce qu'on s'aperçoit, en effet, c'est qu'aux États-Unis, on est très optimiste, puisqu'on est presque sur une hausse de 6% de la profitabilité des entreprises par rapport à 2019. Donc, ça veut dire on efface tout. On est revenu sur la profitabilité. Et là, j'ai beaucoup de mal. Parce que je pense qu'il y aura vraiment des secteurs qui seront plombés et qui ne vont pas se redresser comme ça. Et sur l'Europe, on est encore sur une baisse, d'après les analystes. Mais on finirait finalement, on repasserait au-dessus de 2019 en fin d'année 2021. Donc il y a quand même un scénario très optimiste des analystes. Parce que nous, au niveau de l'économie, on dit qu'il faudra quand même encore plusieurs années pour revenir au niveau d'activité, au niveau de production. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des profits plus supérieurs. Mais en termes de niveau de production, on mettra plusieurs années. Donc derrière, j'ai du mal à anticiper un niveau de bénéfice par action à son niveau de 2019 dès la fin de 2021. Philippe, un focus, s'il vous plaît, sur les États-Unis, parce que 2021, janvier, c'est une nouvelle ère, en tout cas, c'est ce qui est prévu, une ère Biden, après une ère Trump. Est-ce que ça ouvre une nouvelle page de l'histoire et peut-être un protectionnisme un peu moins sévère, moins dur, moins agressif des États-Unis vis-à-vis de la Chine, ou finalement, non, c'est Trump a amorcé une nouvelle stratégie et Biden va continuer dans ce sens? Moi, je pense que Biden va pas complètement inverser la dynamique. C'est-à-dire qu'on voit bien depuis le début des années 2000 qu'il y a une tendance un peu isolationniste aux États-Unis, qu'on a vu avec George Bush Jr., avec Obama, qu'on a vu s'accélérer très brutalement avec Donald Trump. Je suis pas persuadé qu'on inverse la situation et qu'on revienne à une situation qu'on aurait pu être, qui était celle qu'on avait quand Obama est parti. Donc on a quelque chose qui est très marqué. Et quand il y a un papier de Joe Biden qui est paru dans Foreign Affairs au mois de mars-avril de cette année, alors qu'il était candidat à la candidature, et il était très marqué sur le défi chinois. Le défi chinois est quelque chose de très important pour les Américains, pas simplement pour les républicains. Alors la manière sera probablement différente, mais on voit bien qu'il y a un vrai focus sur ce point-là, parce que ce que nous dit Biden dans ce papier, c'est on va faire une politique économique de la classe moyenne. Or, aux États-Unis, la perception est que la classe moyenne a été fortement affectée par le développement de l'économie chinoise. C'est-à-dire que les revenus ont progressé très vite en Chine, et pour la classe moyenne, des gens pas trop qualifiés aux États-Unis, la progression a été très limitée. Et donc Biden nous dit non, nous on va s'intéresser aux classes moyennes, et de ce fait-là, je ne suis pas sûr qu'on retrouve une sorte de multilatéralisme absolu des États-Unis. Les États-Unis vont revenir dans toutes les institutions internationales, et ça c'est plutôt positif pour nous, mais le système restera très centré sur les États-Unis, parce que les questions qui sont posées sont très marquées aux États-Unis. On voit bien, on a vu dans la campagne toute la polarisation de la société américaine qui est très forte, et sur laquelle il faut trouver des solutions pour éviter qu'il y ait des déséquilibres trop importants. Et ça, ça va être intéressant. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on commence à avoir les premiers noms sur qui occupera les postes économiques. Alors, on a parlé de Janet Yellen, mais il y a des gens comme Cecilia Rouse au Council of Economic Advisors, de Hershey Boucher ou Jared Bernstein au Council of Economic Advisors. On a des gens qui sont plutôt sensibles aux questions à la fois de relance, mais aussi aux questions d'inégalité. Et donc, on va avoir une configuration, une réflexion sur la politique économique qui ne sera pas du tout celle qu'on avait du temps de Trump. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes. La seule difficulté, c'est que peut-être que Joe Biden n'aura pas la majorité au Sénat, et qu'il va avoir les mains liées par cette situation, comme Obama l'avait eu en 2011, quand il avait discuté du renouvellement des baisses d'impôts qui avaient engendré
les attentats de septembre 2001 et que Bush avait abaissé. Donc là, il va y avoir pas mal de discussions, mais une discussion, à mon avis, qui sera un peu plus riche que de dire non, je veux pas en tapant du pied par terre. Éric, ça vous rassure, le fait d'avoir un Sénat républicain et un président démocrate? Une sorte de cohabitation? En tout cas, ça avait l'air de plaire au marché. Je pense que ça plaira au marché, en fait. Je pense que ça plaira au marché parce que les investisseurs vont se dire, à la fois, on va être plus raisonnable et plus prévisible au niveau de l'administration, et de toute façon, on ne pourra pas aller dans les excès démocrates de l'aile gauche de ce parti, parce que le Sénat de droite va empêcher les taux d'impôt de remonter trop fortement, les dépenses d'être trop importantes par rapport au déficit budgétaire, et donc les taux pourront rester bas, les niveaux de profitabilité rester élevés, et la dynamique de visibilité de cette administration sera améliorée par rapport à celle de Trump. Donc je pense que c'est un scénario qui est positif pour le marché financier, oui. Il y a juste un point quand même. Le taux d'imposition des revenus les plus élevés est le taux plus bas historique aux États-Unis. Donc il y a probablement des choses à faire. Et toute la discussion va être dans les liens entre la Maison-Blanche et le Sénat. Cette situation, comme le disait Warren Buffett, je paye moins d'impôts que ma secrétaire. Est-ce que ça a du sens sur le plan économique, sur le plan macroéconomique? Je ne suis pas sûr. Et donc là, il va y avoir une vraie bataille, un vrai bras de fer entre l'administration Joe Biden et le Congrès, et notamment le Sénat. Ça va être intéressant. Mais juste une seconde là-dessus, c'est que l'administration Joe Biden centriste, pas l'administration Joe Biden portée par l'aile gauche. Et ça, je crois que c'est positif pour le marché, d'autant plus que les investisseurs intègrent que Joe Biden a vécu pendant, je crois, 40 ans au Sénat, qui connaît extrêmement bien ce Congrès, et donc il a des capacités de négociation supérieures à d'autres, par exemple Obama, qui n'ont pas pu faire passer les lois les plus importantes pour les démocrates, par exemple sur la santé. Donc je pense que là, il y a un peu d'espoir. Il était vice-président quand même, Joe Biden, à cette époque-là. C'est pas pareil que président. Il faut On va voir. il faut que le Sénat soit bien à droite, parce qu'il y a toujours une course qui va se jouer là en janvier, et ce serait quand même la surprise d'avoir un congrès uni finalement, où là, effectivement, les marchés pourraient rebaisser, parce que là, ça pourrait fiscalité baisser. de réglementation pourrait vite revenir. Donc il y a une vraie bataille en janvier. Mais je pense que ce qui sera surtout important, c'est cette date du 5 janvier où on saura s'il y a une majorité ou pas au Sénat. Et puis derrière, ça sera la capacité réellement de M. Biden au moins de faire voter un plan de relance. Et c'est là-dessus que les marchés réagiront énormément. Au-delà après, la fiscalité, tout ça, ça sera à plus long terme. Vraiment à très court terme, il faudra vraiment qu'on ait la perception qu'on peut relancer l'économie américaine de manière très pragmatique, parce qu'on va avoir un trou d'air aux États-Unis. Là, faut pas se leurrer. Quand vous avez à la fin du mois, du mois de décembre, vous allez avoir des ménages américains, 2 millions de ménages américains minimum qui vont perdre leur allocation au chômage, qui n'auront plus rien du tout. Je vois pas la consommation ne pas être affectée. Donc il y a un vrai problème là d'arrêt de tout ce qui est mesures de soutien aux États-Unis. Alors certes, ça reprend, ça a redémarré. On a mis beaucoup moins de mesures qu'en Europe pour ralentir l'épidémie. Donc forcément, l'économie se porte un peu mieux. Mais on a des vrais chocs à venir là. Et je pense qu'une fois que les ménages américains auront consommé un peu leur épargne forcée qu'ils avaient accumulée durant le confinement, on a un vrai risque de trou d'air de l'économie. Donc il faut vraiment qu'on ait ce plan de relance pour relancer cette économie américaine. Et là, on verra véritablement la capacité de l'administration Biden à redonner une dynamique à la croissance américaine. Donc, des chiffres un peu plus mauvais à attendre sur la fin d'année, mais qui ne va pas faire paniquer les marchés. Par contre, si on rentre dans une phase un peu de négociation, on ne voit pas le bout du tunnel dans le plan de relance, là, je pense qu'il y aura un petit coup sur le marché là-dessus. Mais avant les plans de relance, peut-être que les banques centrales vont une nouvelle fois nous aider. On a la BCE qui va intervenir le 10 décembre, on a la Fed le 16 décembre. Est-ce qu'ils ne vont pas encore à nouveau injecter des liquidités, tenir les taux très bas ou encore plus bas ? Oui, mais ça sert à rien s'il n'y a pas les plans budgétaires derrière, parce que maintenant on le voit bien et on le comprend bien dans leur discours. Ils maintiendront les taux bas, ils financent les dépenses publiques, mais si derrière l'Europe ne fait pas un plan de relance, si les États-Unis ne font pas de plan de relance, ça sert à rien de maintenir les taux bas, parce que aujourd'hui, pourquoi une entreprise n'investit pas? C'est pas parce que les taux sont trop élevés, c'est parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de perspective de demande. Donc aujourd'hui, ce qui relance l'économie, c'est pas le niveau des taux d'intérêt, c'est le fait que la Banque centrale finance les dépenses publiques qui vont recréer la demande qui aujourd'hui a été impactée par la crise de Covid. Donc aujourd'hui, la clé, c'est le budgétaire. Le monétaire, ils feront le boulot, ils financeront. Après, avec tous les risques que ça peut entraîner, mais peu importe. Ils le feront. Par contre, maintenant, aujourd'hui, la clé, c'est vraiment au niveau des politiques. Il faut que les politiques fassent ces relances budgétaires. Philippe, quand est-ce qu'on aura le plan de relance en Europe de 750 milliards ? Quand est-ce qu'on aura ce plan de relance aux États-Unis ?
On l'attend en Europe. Hein. On a tous ces difficultés politiques avec la Pologne, avec la Hongrie notamment, qui bloquent le système et qui est assez préoccupant parce que on voit bien qu'on est sur des dynamiques qui ont besoin, comme le disait Christian, d'alimenter la demande. Il faut qu'on ait une situation un peu plus positive. Je voudrais juste revenir sur les États-Unis. N'oublions pas une chose, c'est que la belle amélioration économique qu'on a eue ces dernières années aux États-Unis était associée à un déficit public qui grossissait tous les ans. C'est-à-dire qu'avant même 2020, où on a eu un déficit à 16% du PIB, on était à entre 5 et 6% de déficit public. Donc on a eu une situation qui a été alimentée, qui s'est améliorée parce que on le payait par des déficits publics plus importants, par des baisses d'impôts qui ont été considérables. Donc est-ce que ce système est soutenable à moyen terme? Je suis pas persuadé. Donc là, il y a une vraie question. L'autre point qu'on devrait évoquer, Christian parlait de la politique budgétaire, je crois que la clé est là. Il y avait un très bon papier dans le Financial Times la semaine dernière sur le Japon, et après toutes les expériences du Japon sur les taux bas, l'inflation très faible, voire négative, sur le vieillissement de la population, la conclusion de l'article, c'était de dire, dans ce type de configuration, l'important, c'est qu'on reconstruise, qu'on remette en place la croissance potentielle, qu'on alimente, qu'on mette toutes les briques nécessaires pour que la croissance potentielle puisse redémarrer. Et c'est ça l'enjeu des prochains mois. C'est pas uniquement la relance, parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie question qui est posée. Est-ce que demain ou après-demain, même si tout va bien, on va utiliser le transport aérien de la même façon qu'auparavant? Est-ce qu'on va se déplacer de la même façon? Est-ce qu'on ira... Il y a plein de questions qui sont posées. Et donc, les économies vont être bouleversées par cette situation. Et donc, et la politique monétaire, par rapport à cela, ne fera pas grand-chose. La politique monétaire, comme le disait Christian, elle ouvre les vannes, elle achète. Moi, j'ai été très impressionné par le chiffre qui était publié dans les publications du FMI au mois d'octobre. La BCE a acheté 71% des émissions des gouvernements européens entre février et septembre. C'est considérable. Et donc, on sait qu'elle est là. Et quand Christine Lagarde nous dit on recalibre la politique monétaire, on sait ce que c'est. On augmente la taille de ce qu'on achète. Par contre, sur tout ce basculement de personnes qui travaillaient dans l'aérospatial, dans le transport aérien ou dans d'autres, hein, dans l'hôtellerie, etc. Tout ça, ça va bouger. Et le cœur des prochaines années, c'est comment faire pour que ces gens-là retrouvent de la qualification et retrouvent du travail. Là, il y a un rôle absolument essentiel pour les gouvernements à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Pour revenir sur les banques centrales, c'est vrai que ce qu'elles ont fait cette année, c'est il faut bien recadrer les choses, enfin, passer dans un contexte. Hein. Ce qu'ont fait les banques centrales, c'est absolument record. Elles ont injecté, la Fed a vu son bilan passer en quelques mois de 4 000 milliards, 4 200 à 7 200 milliards. C'est-à-dire 3 000 milliards de plus dans le bilan. Ça représente 15% du PIB américain. 15%. La BCE, c'est plus de 2 000 milliards également au niveau du bilan. Et on part sur un déficit, je crois, cette année aux États-Unis qui va être entre 15 et 20% du PIB. Donc, tous les repères qu'on avait même en Europe, les fameux 3% et autres, tout a été complètement balayé par la crise. C'est vrai qu'on n'imagine pas les banques centrales pouvoir garder une telle cadence pendant encore des semestres. Trimestre peut-être, quelques mois peut-être, mais des semestres, c'est pas possible parce que vous allez avoir des bulles qui vont se créer sur les marchés financiers. Tout à l'heure, on parlait des niveaux de valorisation. Vous étiez à des 22 fois les bénéfices au mois de février, sur le pic février avant la chute, sur le S&P. Là, on est à 28 fois les bénéfices. Donc, on a un marché effectivement qui se projette complètement dans plusieurs semestres à l'avant. Et ça, à un moment donné, la Fed, on a entendu plusieurs membres de la Fed, dont une qui avait un discours intéressant qui disait, en gros, je ne vais pas mettre des millions de gens ou empêcher le retour à l'emploi de millions de gens pour empêcher les marchés financiers de monter. Donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même le raisonnement qui est de dire on constate que les actifs financiers grimpent de manière très très forte. Ça participe aussi d'une manière à une forme d'inégalité entre ceux qui possèdent la majeure partie des actions et ceux qui en ont moins. Donc il y a aussi ce débat des inégalités que la Fed avait ouvert il y a quelque temps déjà, qui aussi va venir se greffer à ce débat du soutien des actifs, à l'économie, mais qui parvient avec une force incroyable au marché financier. Et ça, à un moment donné, on a vu dans les minutes de la Fed cette semaine que certains membres du FOMC commençaient à se questionner sur les conséquences. Alors le terme c'était unintended, donc inattendu, non voulu de la politique monétaire. Et donc je pense que 2021, ça va
concrètes, peut-être je dis pas une Fed qui arrêterait le soutien, mais peut-être dans sa répartition, dans ses choix, et surtout effectivement les questions budgétaires vont être primordiales. C'est-à-dire que la Fed va continuer à financer les mesures, mais c'est aux politiques d'orienter la question budgétaire. Depuis le début du débat, vous avez plusieurs fois mentionné le fait que les taux pourraient rester bas. Est-ce que ça veut dire qu'en 2021, il n'y a pas de retour d'inflation, Christian ? Alors, de l'inflation mesurée telle qu'on la mesure actuellement, hein, le problème c'est qu'on a eu là un choc Covid qui a fait écarter les prix. C'est-à-dire que d'un côté vous avez une flambée de certains prix, de certains biens. Hein, alors ça va parler à tout le monde, le prix des bicyclettes, des choses comme ça. Donc il y a bien eu des tensions sur certains prix, et de l'autre un effondrement de tout ce qui est prix, tout ce qui est billets d'avion, etc., qui se sont effondrés. Alors ça c'est pas forcément gênant, hein, parce que ça fait un indice des prix qui reste relativement faible, mais c'est pas ce que consomment les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils consomment pas des billets d'avion qui ont baissé de 25%. Par contre, ils achètent des bicyclettes. Donc, tout dépend derrière si on a un changement du panier de consommation des ménages. Si on garde le panier qu'on a actuellement, on mesurera pas forcément l'inflation, mais quand on corrige de ce que consomment réellement les gens, on s'aperçoit que l'inflation est un petit peu plus forte. Et quand on fait les corrections, le FMI l'a fait même au travers du monde, on s'aperçoit que le choc Covid est inflationniste. Mais il n'est pas mesuré actuellement parce qu'on n'a pas bougé les paniers de consommation. Donc toute la question c'est, est-ce que c'est un choc ponctuel ? Et puis voilà, il y a pas de conséquences. Donc aujourd'hui, on voit des hausses de coûts de production. On voit qu'aujourd'hui, toutes les entreprises commencent à avoir des hausses de prix des matières premières, mais c'est une petite partie. On a eu des pas coûts... bon pour les marges, ça. C'est pas bon pour les marges si on peut pas le répercuter aux consommateurs. Et on voit que derrière, il y a quand même des tensions liées aussi aux mesures sanitaires qui augmentent les coûts. Et la productivité qui est aussi sûrement affectée. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a des éléments de pression inflationniste. Elles sont là, elles sont peut-être pas très bien mesurées, mais elles sont là. L'effet Covid, moi je dirais en net, est plutôt inflationniste, mais derrière on ne voit pas pour l'instant. Toute la question c'est, est-ce que à terme ça va se traduire par une remontée des prix ou alors sur les marges ? Et là, ça pourrait être une mauvaise surprise pour l'année prochaine, parce que selon les zones et selon les pays, je pense qu'aux États-Unis, il y aura plus de capacité à remonter les prix qu'en Europe, parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation et on n'est pas du tout sur la même demande. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut surveiller, parce qu'on est quand même sur des plans de relance budgétaire importants. Ça va stimuler la demande. Et je pense qu'aux États-Unis, il y a peut-être plus un risque inflationniste qu'en Europe, mais en tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui à surveiller. Et en tout cas, on ne peut pas penser que cet effet Covid est complètement neutre sur les prix. Philippe, vous êtes d'accord ? Il y a une pression inflationniste en ce moment ? Pour l'instant, quand on regarde les chiffres, non. On aura les chiffres d'inflation de la zone euro demain matin pour le mois de novembre. On était à moins 0,3 au mois d'octobre, à 0,2 sur l'inflation sous-jacente. Donc on est sur des prix effectivement qui sont très bas. Je pense que la question ne va pas se poser là immédiatement. Je pense que quand on regarde la macro, moi ce que je trouve très, très particulier aujourd'hui, c'est que quand on regarde les exportations allemandes, quand on regarde vers la Chine, vers les États-Unis, on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on avait observé en 2010, il n'y a pas de source d'impulsion. La contribution des exportations allemandes vers la Chine, la contribution des exportations vers la Chine à l'ensemble des exportations allemandes est très faible. Donc on n'a pas d'impulsion, on n'a pas d'effet de contagion, contrairement à ce qu'on avait vu en 2010. Et donc on a une situation où ça renforce à la fois la nécessité d'avoir une politique budgétaire pour nourrir la demande interne, parce qu'elle ne viendra pas de l'extérieur. Et puis dans le même temps, on voit bien que la situation est plus complexe que cela, parce que dans les négociations salariales, on a d'un côté des salariés qui ont une capacité, un pouvoir de négociation qui est très faible. Le taux de chômage à l'échelle de la zone euro remonte et le marché du travail n'a pas une très bonne allure. Et les taux d'inflation anticipés sont très faibles. Donc on ne va pas avoir d'augmentation très rapide des revenus salariaux. Et c'est pour ça que je pense, moi, qu'à un horizon, non pas en 2021, mais en 2023, 2024, 2025, on va avoir, à mon sens, une modification des règles d'indexation pour alimenter la demande interne de façon un petit peu plus vive. C'est-à-dire que, pour moi, le choc auquel on est confronté ressemble beaucoup à celui des années 70. C'est-à-dire un choc où les conditions de production sont bouleversées de façon très, très importante et qu'il y a effectivement des mouvements de prix relatifs très importants, mais dans lesquels, finalement, une inflation un petit peu plus élevée facilite les ajustements.
On n'a pas de source d'ajustement très, très marquée aujourd'hui. Et donc, il faut trouver une sorte de soupape pour stabiliser, améliorer la situation. Et il me semble que, je pense qu'en 2025, par exemple, entre 2023 et 2025, on aura un taux d'inflation beaucoup plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Pas 15%, mais probablement entre 4 et 6%. Et donc, simplement parce que ça permettra d'alimenter les choses, ça permettra aussi de résoudre une partie de la question sur le ratio dette publique sur PIB. On va pas beaucoup augmenter sur le PIB, et donc, mais par contre, sur l'inflation, on peut avoir un PIB nominal qui progresse un petit peu plus vite et rogner sur la dette. Et je pense que on a tous intérêt à avoir ce type d'ajustement. C'est pas dramatique, mais ça permettrait d'avoir une situation un petit peu plus stable à moyen terme. Éric, votre avis sur l'inflation? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez commencé à rentrer des valeurs liées à l'énergie dans votre portefeuille. Donc j'imagine, je pense à Total peut-être. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que les cours du pétrole peuvent encore progresser? Alors, c'est deux questions pour moi différentes. Mais sur l'inflation, moi je pense ça se fait pas comme ça en un trimestre, mais je pense qu'on atteint les plus bas niveaux de désinflation en fait qu'on connaît maintenant depuis 25 ans. Ça fait plus d'une génération qu'on est en train de faire baisser le niveau d'inflation. Et très certainement, le trimestre on peut pas le savoir, mais enfin on atteint les plus bas. Tout le monde veut de l'inflation, on entend parler tous les jours. Tout le monde en veut, il y en a pas, d'accord. Mais on crée quand même beaucoup de monnaie. Cette globalisation de l'économie, on voit bien qu'elle est arrivée à son maximum, à son apogée, et que maintenant, même en Chine, là où on produisait moins cher, on est en train de produire un peu plus cher. On est allé chercher l'Inde, je sais, on est allé chercher le Vietnam, machin. Mais d'une manière générale, ça, quand même, on voit bien que ce cycle inflationniste, il est devant nous. En plus, cette création monétaire amène Alors moi, je vois de l'inflation, par exemple, sur les marchés financiers. Je vois de l'inflation dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, il est effectivement, par l'injection monétaire se fait sur des biens qui ne sont pas mesurés dans les indices, j'entends bien. Encore que quand on fait ses courses, on s'aperçoit quand même bien que les prix montent. Donc ils ne sont pas mesurés, d'accord, mais les prix montent. Donc moi, j'ai l'impression quand même que c'est pas une histoire 2021. Certainement pas du premier semestre 2021, mais je suis d'accord avec ce que disait Philippe, c'est-à-dire que c'est un sujet de moyen terme. On va certainement venir en parler sérieusement parce qu'il y a beaucoup de dettes d'État, parce que les niveaux de taux sont très bas et que 2022, 2023, peut-être d'horizon 2025, on va reparler quand même des chiffres inflationnistes qui remontent et des taux d'intérêt qui sont si bas que ça posera problème de refinancement. Bon, mais je pense pas que ça soit un sujet de premier semestre 2021, voire de l'année 2021. Après, l'histoire énergétique, c'est donc effectivement, c'est des achats de Total, et c'est plutôt l'anticipation que l'économie va se normaliser, que l'économie va repartir dans le transport, donc ne serait-ce qu'automobile, que l'économie va renaître doucement, et que la façon d'être exposé à une économie qui va vers la normalisation doucement, c'est quand même le plus sûr moyen, c'est d'aller passer par l'énergie et le pétrole. Donc c'était pas très compliqué effectivement sur les niveaux de 25 d'acheter du Total qui, on le sait tous, s'est traîné pendant plusieurs années maintenant à 50. Il y avait quand même le double, c'est beaucoup. Alexandre, votre avis sur le pétrole, graphiquement, à quoi ça ressemble? Ouais, graphiquement, alors c'est vrai qu'après on aime pas ça le chartisme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur le marché, vous avez des algos qui sont présents, vous avez des fonds spéculatifs qui visent des niveaux techniques, ça va être des moyennes de prix, ça va être des anciens supports qui deviennent des résistances. Là sur le pétrole, si on prend le WTI par exemple, il y a des gros niveaux dans la zone 53-54. En fait, on avait des points bas sur le pétrole avant le trou d'air cette année. Le pétrole avait latéralisé son évolution, on est passé sous ces niveaux précédents pour aller taper des prix parfois négatifs sur certains contrats mensuels. Et là, on est remonté, pas tout à fait sur ces niveaux. Il faut remonter à 53-54 pour le WTI, donc on est à 45 aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a encore un peu de potentiel. Mais je le mettrais dans la même difficulté d'appréciation de trajectoire des indices. C'est-à-dire que si effectivement on fait le pari que le pétrole puisse remonter sur ces niveaux-là, qui seraient même pas encore les niveaux pré-Covid. Pré-Covid, on avait un WTI qui était à plus de $60. La chute s'est faite en deux temps. Il y avait la chute liée à la Chine d'abord. C'est d'ailleurs marrant que les indices à l'époque européens ne priçaient pas ça. On voyait le pétrole baisser et on comprenait pourquoi ça baissait. C'était les craintes de voir l'épidémie en Chine. Et ensuite, il y a la salve liée vraiment à la partie européenne, à la contagion. Les premiers cas commencent à apparaître. Et là, le pétrole s'effondrait complètement. Là, on n'est même pas revenu sur le début de la deuxième vague qui a impacté l'Europe, si vous voulez. Donc, on se dit que oui, à moyen terme, on peut au moins revenir un petit peu là-dessus. Mais ça veut dire que les marchés actions, donc ça veut dire un CAC et un DAX qu'on projetterait dans le même niveau de performance à peu près, même si ce n'est pas une corrélation parfaite, mais
Moi, je verrais bien comme un schéma un peu consolidant, c'est-à-dire qu'entre les budgets qui vont être absolument colossaux pour les énergies nouvelles ou autres, la demande qui va être là à court terme et qui ensuite va être remplacée très progressivement, moi, je ne suis pas convaincu qu'on retrouve un jour les niveaux pré-Covid tout de suite. Je pense qu'on peut s'arrêter en fait sous ces niveaux de février, ne jamais les revoir avant peut-être et même peut-être jamais du tout. Je verrais bien effectivement un pétrole qui irait un peu plus haut sur la vague, niveau pré-Covid, impact Europe, mais pas beaucoup plus. Donc, c'est-à-dire capé un petit peu dans la zone 53-54. Et juste un dernier raisonnement également qui est très intéressant que vous disiez, c'est sur la création de monnaie et l'inflation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les banques centrales pensaient à ça aussi, mais on voit qu'il y a une création monétaire qui est bien là, il y a de la masse monétaire partout, mais la circulation de la monnaie se fait toujours très mal. C'est-à-dire que vous avez une vélocité de la monnaie. Alors, c'est pas nouveau, c'est pas lié au Covid, hein, la courbe de la vélocité est déjà depuis des années, mais il y a ce problème de circulation de la monnaie qui se fait pas beaucoup. Et ça, on se demande effectivement comment on peut résoudre ça, comment faire pour que la monnaie circule plus vite, et ça peut être inflationniste, et ça, on a l'impression que ça dépend plus du tout des banques centrales. Elles mettent ce qu'il faut en masse monétaire, derrière, effectivement, ça va être des questions de politique, et ça ne dépend plus vraiment des banques centrales. C'est aussi parce que la monnaie créée ne va pas dans l'économie réelle. Oui. Tout bêtement. Oui. Donc on a une monnaie qui augmente, mais derrière l'économie réelle ne réagit pas. Donc c'est pas une monnaie utilisée par l'économie réelle, c'est une monnaie qui alimente les marchés. C'est ça. Oui. Juste un point, juste le pétrole, juste un petit mot, juste pour dire que moi ce qui va caper vraiment le pétrole, faut pas l'oublier, c'est qu'on est dans une situation de capacité de production disponible immédiatement très importante. Aujourd'hui, l'OPEP volontairement réduit sa production. C'est-à-dire que demain, vous avez une demande qui est beaucoup plus forte qu'anticipée. L'OPEP, ils ajustent, ils seront prêts à vendre leur pétrole. Ils sont prêts à revenir à des quotas de production un peu moins stricts. Et n'oubliez pas qu'aux États-Unis, on revient à des niveaux de cours où l'offre américaine peut repartir. Et le problème qu'on a avec les États-Unis, c'est que c'est le pétrole de schiste. Et ça, c'est pas aussi compliqué à remettre en route qu'une plateforme en haute mer. Donc c'est un peu la mobilette. Vous voyez, vous l'éteignez, vous la rallumez. Donc immédiatement, je pense que l'offre va s'adapter à la demande. Et même si on avait des bonnes surprises sur la demande, je pense que ça reviendrait très vite. Alors, si on retourne à $40, peut-être pas, mais si on va trop vite et trop sur le pétrole, on va avoir cette facteur d'offre qui va vite caper la hausse du pétrole. Donc moi, je pense qu'on reste quand même dans une hausse beaucoup plus limitée, alors que dans certaines matières premières industrielles, on peut commencer déjà à avoir des tensions beaucoup plus fortes. Un mot, rapidement. On comprend bien la question du pétrole. Et quand on regarde le marché du pétrole depuis 40 ans, quand il y a une demande qui commence à bouger, tout le monde se rue pour produire, parce que tous les producteurs, à l'exception des États-Unis, sont en difficulté parce que les recettes pétrolières sont pas élevées. Donc chacun essaye de profiter de l'augmentation de la demande pour y aller et espérer que... améliorer sa dynamique de revenus. Et ça, généralement, ça capte le prix. Et c'est moi ce que j'imagine pour les prochains mois. Et puis, dernière question sur les politiques monétaires. Si autour de la table ici, on n'a pas acheté de biens immobiliers depuis un an, à quel moment a-t-on profité de la politique monétaire très accommodante ? Je ne sais pas. Un mot rapidement sur la dette. C'est pas un sujet en 2021. En tout cas, ça l'était pas cette année. Qui veut répondre ? Je dirais que c'est pas un sujet tant que les banques centrales font tout pour maintenir des taux réels négatifs. Ça va continuer. Et ça va continuer pour le moment. Okay. Donc la seule chose qui pourrait remettre ça en cause, ça serait une flambée inflationniste qui les bloquerait dans leur capacité d'intervention sur le marché. C'est ça la vraie question aujourd'hui. On a quand même du mal à parler de flambée inflationniste. On parlait de plus d'inflation, mais pas de flambée inflationniste. Donc on n'est pas dans ce sujet-là, à mon avis. Sur cette question, il y a une problématique qui a été posée par le FMI que je trouve intéressante et spécifique sur la France. C'est-à-dire qu'en France, on a vu avec les mesures qui ont été prises un déficit structurel augmenter de façon significative en 2020, et on ne sait pas du tout par quels moyens ce déficit structurel qui est aux alentours de 4,5% du PIB potentiel va revenir sur une situation plus normale et plus normalisée. En d'autres termes, on imagine assez bien que de ce fait-là, la dette publique va augmenter de façon très significative en France, pas forcément ailleurs. Les projections du FMI sont, je trouve, assez pessimistes sur la France, mais on n'a aucune idée de comment on va financer les mesures qui ont été prises, à part faire de la dette. Et là, je trouve qu'il y a une vraie question. Moi, je suis un vieux keynésien, donc j'aime bien la dette, c'est pas la question, mais je trouve que là, il y a une vraie question. Parce que j'ai repris les calculs du FMI, et quand on regarde l'écart de dette publique sur PIB entre la France et l'Allemagne, en 2013, au moment de la reprise, on est à peu près à 15% d'écart. On était à 40% en 2019,
Et si on prend les projections à 2025 du FMI, on est à 64% d'écart. Alors, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Dans l'absolu, ça paraît beaucoup. Et n'oublions pas qu'en 2012, ce même écart entre l'Italie et l'Allemagne était à 45%, et on trouvait que la dette italienne n'était pas soutenable. Donc il y a là une vraie question et un risque de fragilité de la construction européenne, parce que le couple franco-allemand peut pas forcément bien fonctionner s'il y a une telle divergence. Très bien. Bien, maintenant, je vous propose de vous engager sur 2021, après avoir balayé fait ce tour d'horizon. Éric, peut-être on commence par vous. Est-ce qu'en 2021, la bourse a encore les moyens de progresser? Moi, je pense que après une petite pause, parce que là, on est quand même dans une zone de surachat, donc on a été très vite, on l'a dit, hein, on a monté très rapidement. Donc on peut faire une certaine consolidation qui pourrait pas être si longue que ça, pour repartir jusqu'au mois de février à la hausse et faire pas mal du potentiel 2021 finalement. Parce que on va avoir des sujets négatifs qui vont arriver avec les publications annuelles. Jusqu'à maintenant, les publications étaient plutôt bonnes des entreprises. Or, maintenant que la bourse anticipe des bonnes choses, les entreprises vont essayer de chercher à calmer le jeu quand même. Quand on est dans un moment négatif, elles nous disent bon, ça va aller mieux demain, et puis il faut regarder, on a ajusté, les coûts sont là, etc. À partir du moment où on va commencer à publier l'année 2021, qui sera pas si mauvaise que ça, et puis on va regarder 2022, ils vont nous dire attendez les gars, vous êtes allés un peu vite là en besogne, donc ça va être un peu compliqué. Donc voilà, jusqu'en février ça va bien, et puis après c'est compliqué. D'autant plus que normalement on a les plans de relance qui nous arrivent en Europe et aux États-Unis. Si on les a pas, ça va pas plaire au marché non plus. Donc en fait, cette période-là, elle est quasi idéale pour progresser, et 2021 après ça va être un peu plus compliqué. Donc je pense que en fait le mouvement il se fait en ce moment pour jouer 2021, faut pas le rater. Donc, faut être présent sur les marchés. Et ensuite, le potentiel, il est plus compliqué à voir. Mais si on se rappelle l'année dernière, le début d'année dernière, avec une économie qui fonctionne normalement, donc on imagine là des vaccins qui fonctionnent bien, que l'économie peut redémarrer, que progressivement, donc les voyages reprennent, on prend les vacances, on peut aller au ski, etc. Bon, on peut passer au-delà des 6 000, hein. C'était la dynamique que l'on avait, hein, parce qu'il y a toute une histoire quand même d'amélioration de certains secteurs d'activité, de consommation en Chine, des États-Unis aussi, qui reste dynamique. Donc on peut avoir un marché qui va jusqu'à 5 200 points, c'est possible, pour l'année 2021. Mais je pense qu'il y a une grande partie de ce potentiel qui sera fait sur les quelques premiers mois de l'année. Quand même qu'on peut atteindre ou toucher les 6 000 points. Moi, je pense, oui. Alexandre, est-ce que les 6 000, c'est atteignable? Oui, moi, je pense aussi, l'année prochaine, on devrait le toucher, ce niveau-là, et je pense que le DAX battra même des records historiques par rapport à des niveaux techniques, on peut aller chercher des anciennes obliques qui passent par les sommets et autres. Ça paraît probable. C'est plus le timing. Moi, je serais peut-être un peu plus prudent court terme, finalement, par rapport à la première grosse poussée qu'on a eue. Si le Brexit donne un coup de pouce, là, effectivement, c'est votre scénario, c'est-à-dire on va aller assez vite se rapprocher de ces niveaux-là. Moi, je pense que même s'il y avait accord Brexit, le surplus de performance, vu ce qu'on a déjà pris, il serait un peu là, mais ça entraînera assez vite derrière des prises de gains. Ça, je pense pas qu'on puisse maintenir ça ensuite pendant 2-3 mois parce qu'il y a encore sur le Brexit. Je pense qu'il y a une telle poussée qu'à un moment donné, ça va quand même consolider. Et besoin de respirer. Voilà, donc je vais d'abord plutôt une phase consolidante, et puis après, une fois qu'on s'est posé, continuer à partir. Et le gap, effectivement, du CAC à 6 millions, on ira le chercher, je pense. Le DAX sur les niveaux records, oui, ça, je pense aussi. Le DAX, il a eu un comportement assez similaire longtemps au S&P, en fait, au SP 500. Il a frôlé ses sommets historiques à 5-6%. Et après, il y a eu le second confinement en Europe qui l'a fait un petit peu replonger. Mais il a les fondamentaux qui sont là. En plus, il va être élargi l'année prochaine à 40 valeurs. Donc ça, je pense, ça va aussi attirer de nouveaux investisseurs et un profil un peu rajeuni au niveau du DAX. Donc, les Allemands nous copient. Oui, il a vraiment des atouts, l'indice allemand, très clairement. Et après, au niveau de la structure de cette reprise, c'est vrai que vous parlez Christian parlait de la reprise en K. C'est vrai donc le K, c'est quoi? C'est en haut, vous avez la tech, vous avez les pharma, etc. En bas, vous aviez tourisme, pétrole, banque, etc. Et puis le K s'est refermé. C'est-à-dire qu'on a vu, avec la question des vaccins, toute la value, donc c'est leur complètement décoté, massacré, qui ont été rachetés des 20-30% de hausse en quelques heures ou jours. Et en fait, on voit que la croissance ne s'affaisse pas complètement. Elle a un petit peu baissé, mais c'est surtout le bas qui remonte. Donc moi, j'aurais bien un cas comme ça qui continue à se normaliser. On n'aura pas ça. Mais on aura un cas qui va rester un petit peu ouvert, des valeurs de croissance qui vont continuer à performer un petit peu. Mais je pense qu'il y aura un rattrapage qui va se faire avec un schéma un peu parallèle, comme ça, quelques temps, où les deux repartiront. Et donc, ce sera bénéfique pour l'ensemble des indices. Mais d'abord, une phase de conso avant ça. Je ne vois pas un schéma ligne droite. Christian, votre scénario boursier pour 2021? Oui, alors juste pour continuer sur l'aspect K, alors moi je suis d'accord sur l'aspect valeur de croissance, je pense qu'elles vont rester relativement chères parce que... Vous êtes toujours positif sur les valeurs technologiques? Oui, alors
peut-être je mettrai de côté les semi-conducteurs pour plein de raisons, mais globalement, ce secteur technologique, je suis assez positif. Par contre, je pense qu'il va y avoir une discrimination à faire sur la partie value. Moi, je ne crois pas en une capacité de rebond très fort du secteur bancaire, par exemple, parce que le secteur bancaire, c'est encore un environnement de taux bas, de politique monétaire ultra accommodante, donc pas de marge d'intérêt pour les banques. Elles vont prendre quand même les taux de défaut, parce que qu'on le veuille ou non, il y aura des taux de défaut des entreprises qui font faillite. Donc on est vraiment dans un secteur qui est beaucoup plus impacté que d'autres. Par contre, le secteur industriel, la construction qui vont bénéficier des plans de relance, là, on n'est pas du tout dans la même problématique et on va avoir vraiment un effet positif. Donc attention, je pense qu'il va falloir être très discriminant parce que je pense qu'on va être encore sur un schéma en cas. Par contre, je vois vraiment pas, mais avec des secteurs qui vont mettre du temps à se redresser et qui vont avoir des difficultés, et d'autres secteurs qui étaient très délaissés par les investisseurs qui vont reperformer derrière. Donc, on ne sera pas sur quelque chose d'homogène, parce que la croissance n'est pas homogène, et on a des vrais écarts de croissance sectoriels et par pays. Donc déjà, c'est pas un match value-croissance. Ça sera pas un match value-croissance, et beaucoup moins technique et beaucoup moins manichéen. C'est bon, c'est mauvais. Vous savez, on avait le graphique qui marchait superbement, et c'était presque, on n'a plus rien à dire, c'était la pente de la courbe des taux et le ratio grosse sur value. Et ça marchait parfaitement. On disait la même chose. C'est-à-dire que quand la courbe des taux, véritablement, quand on a s'enfoncé dans les taux négatifs en Allemagne, ça veut dire que l'économie allait mal et donc on achetait les valeurs de croissance et inversement. Donc on voit que ça marchait bien. Ça marche plus depuis quelques temps parce qu'on a eu ce rallye sur la value. Mais peu importe. C'est pas ça. Je pense que on sera vraiment dans le stock picking l'année prochaine parce que va falloir vraiment sélectionner les secteurs qui peuvent réémerger et ceux qui vont pas réémerger à très court terme. Donc il y a cette phase-là. Alors sur la partie indice global, moi je rejoins un peu. C'est-à-dire qu'on a joué 2021 déjà, là, en cette fin d'année. Donc, comme souvent, on a une période de digestion et donc ça veut dire qu'on risque d'avoir des indices qui font rien sur une grande partie de 2021. Alors, ils pourront toucher peut-être des sommets historiques pour la bourse américaine, c'est évident. On ne va pas avoir de chute, on va pas avoir de chute des indices, mais je pense qu'on va se calmer, on va fluctuer sans grande tendance et il faudra, à mon avis, attendre peut-être le deuxième semestre pour vraiment retrouver du moteur de croissance pour les indices globaux. Donc on finira l'année positif, mais je pense qu'on va avoir un premier semestre un peu difficile parce qu'on a déjà joué en cette fin d'année les bonnes nouvelles et là on va avoir le dur après et qui seront et là à mon avis ça va un peu freiner la bourse. Et les 6 000 atteignables ou pas? Oui, après ça c'est pas un souci, ça peut aller très très vite, surtout qu'il y a beaucoup de liquidités. Et je pense que comme si on a la preuve qu'on reste dans un environnement de taux bas, et si on voit que la reprise, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais que la reprise n'est pas suffisamment forte pour entraîner des tensions inflationnistes ou une remontée très rapide des taux, si les marchés sont convaincus de ça, ça peut aller très très vite sur la valorisation des indices. Philippe, est-ce que vous êtes également haussier pour 2021 ? Oui, je pense que d'abord parce qu'on sait que les banques centrales resteront très accommodantes. Donc ça, c'est un facteur clé sur les valorisations. L'autre point, c'est que on va avoir effectivement deux situations. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un mouvement sur 2020, sur la fin de l'année, qui est absolument spectaculaire. On ne peut pas imaginer la même chose en 2021. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est comment on va construire l'activité tout au long de 2021. Et comme le disait Christian, c'est probablement la deuxième partie de l'année qui sera la plus intéressante, parce qu'à ce moment-là, si les vaccins donnent tout leur pouvoir, si je puis dire, c'est à partir de là qu'on verra la façon dont l'économie se reconstruit et on pourra jouer de façon beaucoup plus fine les secteurs d'activité et redonner un profil plutôt positif pour les marchés. Mais c'est vrai que probablement que le début d'année 2021 va être un petit peu compliqué parce que tout le monde va arriver jusqu'au 31 décembre pour avoir les meilleurs résultats possibles, pour un tas de raisons qu'on comprend bien. Et puis après, on aura probablement non pas un passage à vide, mais une situation où chacun va réfléchir sur le coup d'après. Et cette partie-là risque d'être un petit peu plus hésitante en matière boursière. Mais globalement, on est sur une tendance positive parce que effectivement, il y a des liquidités et que il n'y a pas vraiment d'alternative si on veut placer son argent, à moins d'aller sur les taux négatifs, mais ça c'est plus compliqué. Une question qu'on peut se poser quand même, ça c'est les gérants qui auront la réponse sûrement, c'est est-ce que finalement le fait d'arriver à
terminer à 11 mois de l'année à une perf positive certains fonds, alors qu'il y a encore quelques mois, ça semblait une hérésie complète, est-ce que ça va pas générer des comportements, et ça j'en sais rien au niveau de la réponse, mais des comportements peut-être un petit peu prudentiels de certains gérants, certaines gestions qui vont dire, bon, on a réussi à limiter la casse sur l'année, et donc finalement on va pas trop s'exposer sur le mois de décembre, et donc ça est-ce que ça peut générer des arbitrages un peu prudentiels, et donc freiner un peu le potentiel de fin d'année? C'est l'inverse, en fait. C'est souvent moutonnier. Les marchés sont moutonniers. Hein. Quand les choses s'améliorent, il y a plus d'argent qui vient. Et lorsque les performances sont mauvaises, il y a plus d'argent qui repart. Donc c'est à l'inverse qu'il faudrait faire, en fait. Mais les marchés sont moutonniers. Donc si ça monte, il y aura plus d'argent parce qu'il y a plein de gens qui sont très prudents, qui ne sont pas du tout investis, qui sont en contrat en euros, qui sont en obligations, qui sont sur des actions très prudentes. Donc en fait, si les marchés montent, ça accompagnera, en fait. Il y a beaucoup de liquidités et en général, les marchés sont moutonniers. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos conseils, vos explications. On a bien compris que là, il y a en tout cas un véritable consensus parce que vous êtes les 4 haussiers. Donc, on va voir comment ça va se comporter la bourse en 2021. Et je laisse maintenant la place à la directrice générale digitale de L'Oréal pour expliquer la stratégie de son groupe. Et en tout cas, bon Investir Day à tous.